Un satsang, c'est traditionnellement une réunion autour de la réalité ultime, autour de ce que nous sommes vraiment. Donc ce n'est pas du tout une réunion pour améliorer la personne que l'on croit être, pour acquérir plus de connaissances sur le plan relatif, améliorer les performances, guérir le corps. On ne cherche pas ici à libérer la personne, à la rendre plus libre. Ce qui est visé ici, c'est la libération de la personne, de l'idée d'être une personne. C'est la réalisation que cette personne que l'on croit être, et tant que l'on croit ça, on divise l'expérience entre un objet et un sujet, et donc il y a sentiment de séparation, souffrance et conflit. Que cette personne est une illusion d'optique, une croyance, une impression qui peut être bien ancrée, néanmoins qu'un ensemble de pensées et d'impressions. Voilà ce qu'on partage ici. Donc on est très heureux de vous accueillir. Et je voulais aussi préciser que, bien évidemment, nous allons pointer ensemble avec des mots vers quelque chose qui est incomparable, qui est indicible. Les mots, par nature, fragmentent et divisent. Et ce vers quoi les mots pointent, c'est l'indicible. Donc, forcément, les mots ne peuvent pas l'exprimer. La vérité vers laquelle tous ces mots qu'on va utiliser pointent ne peut pas être définie par un concept. Ça échappe à tout concept. Néanmoins, nous utilisons des mots, voilà. Mais évidemment que cette vérité se vit dans le silence. C'est pour ça que le plus haut enseignement de la réalité ultime est le silence. Ramana Maharshi disait que c'était l'éloquence suprême. Dans la plupart des rencontres qui se font en présentiel, je partage essentiellement le silence. Les mots peuvent venir quand c'est nécessaire. Et après, ça dépend aussi de la maturité, de la sensibilité de chacun. Pour certains êtres, le silence est opérant, on va dire. Ce silence partagé permet une transformation. Et pour d'autres, il faut un peu descendre l'échelle, aller dans les harmoniques et enseigner à des niveaux divers et variés. C'est comme ça. Alors je parle d'enseigner, mais ce n'est pas non plus un enseignement ici. Nous pointons ici vers l'évidence que chacun d'entre nous sommes déjà ce que nous cherchons. Donc les mots finalement sont là pour déconstruire quelque chose qui a été construit. Voilà comment j'envisage cette réunion. Donc on pointe vers la réalité, mais on pourrait dire dans un certain sens que nous ratons souvent cette réalité par manque d'attention. Et que de la même façon,
nous créons l'illusion par un excès d'imaginaire. Et donc, cette rencontre est là pour finalement révéler ce qui avait toujours été là. Le réel, c'est ce qui ne change pas. L'imaginaire, par contre, apparaît et disparaît. Alors, j'ai dit que les mots ne peuvent pas trapper cette vérité qu'on évoque ici ensemble ce soir. Néanmoins, je vais tenter de définir ce que nous sommes ultimement, cette présence consciente que nous sommes. C'est ce en quoi tout apparaît et disparaît. C'est aussi ce par quoi tout est connu. Et enfin, on pourrait dire que tout ce qui est perçu est également fait de la même substance que la conscience. Alors, je vais reprendre cette définition. La présence consciente laisse apparaître et disparaître toute perception en elle. Elle est ce par quoi tout est connu. Et tout ce qui apparaît et disparaît est fait uniquement de cette conscience. Car il n'y a qu'elle. Il n'y a que cela. Et il n'y a jamais eu que cela. Sur le plan ultime, bien évidemment. C'est pour cela que je dis souvent que l'éveil, c'est reconnaître que je c'est le nom que l'on donne généralement à cet espace de présence consciente. C'est donc l'éveil, ce qu'on appelle l'éveil spirituel, c'est reconnaître que je suis le sans-forme ou la présence consciente qui prend la forme de tout ceci. C'est aussi pour ça que dans les Upanishads, où Brahman signifie donc la réalité ultime, l'absolu, on dit que le corps de Brahman, c'est tout l'univers. Donc c'est reconnaître que je suis le sans-forme qui prend toute forme. Voyez, on commence fort ce soir. Alors la présence consciente que je suis, que vous êtes, laisse tout apparaître et disparaître en elle, toute perception. Et c'est par la conscience, par la présence consciente, que tout est connu. Est-ce que quelque chose, une expérience quelconque, pourrait apparaître en dehors de cette présence consciente? Il y a peut-être des pensées qui viennent, des commentaires à ce que je viens de dire, des interrogations, des doutes, des critiques,
Et elles sont bienvenues. Ici, tout est bienvenu. Il y a peut-être des rêveries, mais en tout cas, il y a des pensées, sans doute. Et on va voir que ce n'est pas du tout un problème, dans la mesure où on reconnaît que quelles que soient les pensées, les images mentales, les mémoires qui surviennent dans l'instant, nous reconnaissons qu'elles apparaissent dans cette présence consciente et qu'elles sont connues par cette présence consciente. Vous voyez, si l'on observe la course des pensées, avec une attention ouverte, on les voit se déployer comme des oiseaux qui traversent le ciel, qui traversent un espace. On les voit apparaître, on les voit disparaître. Donc les pensées sont des perceptions. C'est très important de reconnaître que quelles que soient les pensées, même les plus belles, les plus intéressantes, les plus récurrentes, en apparence les mêmes, on verra que c'est jamais tout à fait les mêmes, mais tous nos schémas de pensée ne sont que phénomènes transitoires qui vont et viennent. Mais que l'espace de présence consciente dans lequel ils apparaissent, lui ne vient pas et ne s'en va pas avec elle. Voyez. Constatez-le là déjà, dans votre expérience directe. Est-ce qu'une pensée pourrait apparaître en dehors de la présence consciente? Est-ce possible? Quand bien même vous diriez oui, vous seriez conscient de cette idée. Et donc, même cette idée-là apparaîtrait naturellement au sein de cette présence consciente, qui est déjà là. Constatez que les pensées, qui sont les vôtres maintenant, quelles qu'elles soient, ont une durée de vie assez éphémère. C'est seulement finalement quand vous semblez vous intéresser aux pensées, quand vous vous identifiez aux pensées, quand vous oubliez l'espace dans lequel les pensées apparaissent et disparaissent, que les pensées soudain semblent devenir vivantes. Mais si vous avez conscience d'être cet espace de présence consciente, les pensées peuvent venir et aller. Est-ce qu'elles ont le pouvoir de perturber cette présence que vous êtes? Voyez que la présence consciente, cet espace de connaissance, cet espace par lequel les pensées sont connues, précède l'apparition-disparition des pensées. Cet espace est là pendant leur apparition, pendant que ces pensées se déploient. Et puis, quand la pensée n'est plus là,
cet espace est toujours là. Alors vous voyez, j'utilise le mot espace pour dire la présence consciente. Et évidemment, j'utilise une métaphore assez connue. Dans l'Advaita Vedanta, je compare la conscience, la présence consciente à un espace. Toute métaphore a son utilité, mais également ses limites, puisque cet espace n'est pas comme l'espace physique. Ce n'est pas simplement un espace dans lequel on peut poser des objets, voir apparaître de la lumière ou des phénomènes. C'est un espace conscient, éveillé à lui-même. Mais la métaphore de l'espace est intéressante. Vous pouvez même remarquer que c'est peut-être la seule chose que vous ne pouvez pas ne pas être. Vous ne pouvez pas ne pas être cette présence consciente, cet espace éveillé, dans lequel les pensées naissent et meurent. Et vous constatez, en constatant ce mouvement perpétuel de naissance et de mort, une pensée apparaît, disparaît, une pensée apparaît, disparaît, une autre arrive, elle apparaît, elle disparaît. Eh bien, vous pouvez constater que l'espace entre les pensées est également le même espace que celui qui précède les pensées et qui est là après. Donc vous pouvez avoir cette intuition incroyable au regard de notre éducation, cette intuition qui consiste à réaliser que waouh, ce que je suis demeure. La pensée dépend de cet espace pour apparaître. Est-ce que cet espace qui est là avant la pensée, pendant son apparition et bien après qu'elle ait disparu, est-ce que le contraire est vrai? Est-ce que cet espace de présence consciente dépend des pensées? Vous pouvez peut-être remarquer également que lorsque vous devenez conscient de cet espace de présence consciente, il y a moins d'activité mentale. L'activité mentale tend à diminuer. Ce n'est pas un but recherché, mais c'est un épiphénomène, on pourrait dire. Et pourquoi en est-il ainsi? Sans doute parce que la plupart des pensées que nous avons, peut-être 90%, peut-être 99% des pensées, ne sont pas là pour assurer notre survie, ou pour des choses pratiques, ou pour célébrer la beauté, l'amour, mais plutôt sont là pour renforcer, valider l'image d'un moi-même. Si vous prenez le temps de contempler les pensées que vous avez dans la journée, vous verrez qu'un grand nombre de pensées sont au service de ce qu'on appelle le moi séparé, d'un ego. Il n'y a pas d'entité nommée ego, autonome. Ce que j'appelle ego ici, c'est un dynamisme de refus de ce qui est. Une tentative d'édulcorer la réalité, de la changer en permanence. Vous verrez que beaucoup de pensées
sont sans cesse dirigées vers le passé, reconstituent le passé et anticipent l'avenir. Mais toujours dans un sens de protection d'une image de moi. Alors quand on commence à mettre l'attention vers l'arrière-plan, vers cette présence consciente dans laquelle toutes ces pensées vont et viennent, eh bien naturellement, toutes ces pensées qui sont au service d'un faux soi, d'un faux je, elles diminuent, forcément elles n'ont plus lieu d'être, puisque vous regardez à partir de ce que vous êtes vraiment, vraiment. Donc vous voyez que toutes les pensées, elles apparaissent et disparaissent dans cette présence, dans cet espace de présence consciente, et que toutes les pensées, quelles qu'elles soient, sont connues par cet espace. Ce qui est moins évident à réaliser, c'est que, en fait, toutes ces pensées et toutes les perceptions, non seulement émanent de cet espace et s'y dissolvent, mais sont faits de la même substance que cet espace. C'est-à-dire, c'est la conscience, cet espace, qui prend la forme de ces pensées, comme l'eau qui prendrait la forme d'une vague, d'une goutte, de quelques gouttes d'eau ou quelques vapeurs. Ça peut prendre plusieurs formes, l'eau, ou d'un glaçon par exemple. Et puis, à un moment donné, les pensées cessent, se dissolvent. Où est-ce qu'elles partent, les pensées? Simplement, elles se dissolvent dans cette présence. C'est moins évident à voir, mais c'est très important de voir qu'il y a aussi non seulement un absolu détachement par rapport à ces pensées, puisque ma nature est d'être tout le temps là alors que les pensées sont transitoires. Donc finalement, cette présence que je suis, elle est hors du temps, elle est atemporelle, et la pensée, elle, a besoin du temps, de quelque chose qui change pour apparaître. Donc je suis complètement détaché, mais également en parfaite intimité, puisque quand vous êtes très attentif, vous pouvez réaliser que la pensée, toutes les pensées, apparaissent en cet instant à 0 cm de vous-même. Ce concept étonnera certains d'entre vous, mais je peux aussi le formuler autrement. Par exemple, vous demandez quelle est la distance entre les pensées et cet espace de conscience dans lequel ils apparaissent. Pouvez-vous trouver, là, dans l'expérience directe, une ligne de démarcation entre la conscience, cet espace de présence consciente dans lequel tout apparaît et disparaît, et la pensée du moment. Vous pourrez trouver cette ligne de démarcation sur la carte, mais vous ne la trouverez jamais dans le paysage, sur le territoire. Vous pouvez trouver une ligne de démarcation imaginaire dans la pensée, dans le mental. Mais dans l'expérience directe, vous ne trouverez pas de ligne de démarcation entre cette présence consciente
et les pensées. Mais tant que vous croyez que oui, il faut regarder, il faut chercher. Je vous rappelle ce très beau logion de l'évangile de Thomas. Le deuxième, le premier, je crois, c'est celui qui goûtera ces paroles, connaîtra l'immortalité. Le deuxième, c'est chercher jusqu'à ce que vous trouviez. Et quand vous aurez trouvé, vous serez bouleversé. Et étant bouleversé, vous serez émerveillé. Lorsque vous ne pouvez pas trouver la ligne de démarcation dans l'expérience directe entre vous et la pensée, entre la conscience et l'image mentale, un bug a lieu. Une illusion d'optique s'effondre. Un espace se révèle. Le mystère devient vivant. C'est comme si la compréhension tout d'un coup devenait espace elle-même. Vous descendez dans le cœur, comme on dit souvent. Et c'est ce à quoi je vous invite lors de ces rencontres. Vous voyez, cette absence de séparation nous mène vers un espace d'inconnaissance. Un espace où vous ne vous sentez peut-être plus clairement localisé quelque part, plutôt qu'ailleurs. Vous voyez, c'est un peu comme ces tableaux de Dali où les montres sont molles. La notion du temps est susceptible également de s'effondrer. Dans cette recherche impossible, bien sûr, mais que je vous invite néanmoins à faire, pour trouver la ligne de démarcation entre la présence consciente, l'espace éveillé et la pensée, et dans votre impuissance à trouver cet espace, un sentiment d'expansion se vit. Peut-être même que pour vous, en cet instant, il n'y a plus de contour. Vous pouvez alors étendre votre attention dans toutes les directions pour voir si cet espace de présence consciente a des limites. Vous pouvez par exemple étendre votre attention vers le haut.
et voir si vous trouvez quelque chose qui serait en dehors de cette présence consciente. Peut-être trouverez-vous des pensées qui vous disent qu'il y a un crâne, une tête, des sensations, un plafond, un ciel, un cosmos. Mais voyez alors que tout ça, c'est simplement des mots, des concepts, des sensations qui vont et viennent au cœur de cette présence qui, elle, n'a aucune limite. Ne faites pas référence à la mémoire, ne faites pas référence à la pensée. Donc vous pouvez étendre votre attention vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche, vers l'avant, vers l'arrière, et dans aucune des directions, vous ne trouverez de limite à cette présence consciente. Elle est naturellement et spontanément présente et consciente de toutes les pensées. Elle les précède. Et elle est également spontanément et sans effort consciente de toutes les sensations du corps. « 99,99% des gens sur cette planète imaginent que cette présence existe à l'intérieur d'un corps ou à l'intérieur d'un cerveau. C'est la thèse matérialiste. C'est la nouvelle religion depuis que, comme disait Nietzsche, Dieu est mort. Mais dans l'expérience directe, je ne trouve qu'infinitude. Lorsque je plonge profondément en moi-même, je ne trouve qu'un espace de présence et de conscience infini. Et je vois apparaître le corps, c'est-à-dire les sensations, les émotions, et le mental, c'est-à-dire les pensées, et le monde, c'est-à-dire les perceptions qui me viennent par le truchement des 5 sens. Je vois apparaître tout cela dans cette présence. Je vous invite maintenant à demeurer juste dans une assise simple, en tant que cette présence. Quand je parle d'assise, c'est le corps. Le corps est assis, la présence consciente n'est pas assise. L'assise ou la sensation d'assise apparaît et disparaît dans cette présence. Les sons qui sont perçus dans l'environnement proche ou lointain, les sons de votre corps, les bruits de l'environnement proche ou lointain, le son de ma voix, tous ces sons naissent également et meurent au sein de cet espace. Les odeurs, les parfums vont et viennent dans cet espace. Les goûts également.
Ainsi vous êtes comme un écran transparent, en apesanteur. Un espace transparent en apesanteur dans lequel apparaît et disparaît l'expérience. Apparaissent et disparaissent une myriade de pixels d'expérience. Un peu comme un écran en cinéma, qui voit apparaître un film, sauf que le film ici, on va dire, c'est pas seulement des couleurs, c'est aussi des odeurs, des goûts, des sensations, des sons et des pensées. Et vous voyez que immédiatement, lorsque vous êtes au contact de vous-même, lorsque vous coïncidez avec vous-même, vous êtes libre. Vous réalisez que vous avez toujours été libre. Libre de quoi? Libre du film. Totalement libre. Comme l'écran en cinéma et précède le film qui se joue et demeure le même lorsqu'il n'a fini de jouer. Et de même qu'au cinéma, lorsqu'un personnage saigne, l'écran ne saigne pas. De même, lorsqu'une expérience humaine difficile est vécue, cet espace de présence et de conscience que vous êtes n'est en réalité jamais affecté. Ça doit être vraiment vu maintenant dans l'instant. Et c'est pour ça que cet espace, même si on peut dire qu'il n'a pas de caractéristiques, une des premières caractéristiques dont on l'affuble, c'est la paix. Une deuxième caractéristique pourrait être la joie, dans le sens où cet espace de présence et de conscience ne manque absolument de rien. Et nous disions tout à l'heure que l'ego, qui n'est pas une entité, se manifeste lorsqu'il y a désir d'autre chose que ceux qui se présentent, ou refus de ceux qui se présentent. Donc l'ego, c'est une activité, une dynamique, on pourrait dire, de manque, de vouloir plus que ce qui est, être ailleurs qu'ici. L'ego, il veut toujours être ailleurs qu'ici, ou plus tard que maintenant. Et vous voyez que tous ces désirs, même si pour certains il y avait cette sorte de désir, ces désirs continuent néanmoins à apparaître dans cette présence consciente, ici maintenant. Si vous le réalisez, simplement en le constatant, le désir d'une autre expérience que celle qui est donnée dans l'instant tombe. Elle est vue comme une croyance. Une croyance, c'est une pensée qui apparaît et qui est crue, dans laquelle vous vous investissez. Et soudain, vous pouvez voir que toutes les pensées qui apparaissent sont simplement des perceptions. Et donc il n'y a pas de contraction corporelle autour, il n'y a pas d'appropriation. Au moment où une pensée est crue, c'est comme si vous vouliez vous en saisir. Donc vous identifiez à elle, et à ce moment-là, vous pouvez sentir une contraction dans le front, derrière les yeux, dans la mâchoire, dans les dents, dans la langue, dans la poitrine, dans le cœur, dans les avant-bras, dans les cuisses. Selon chaque personne, ces contractions se manifestent à certains endroits plutôt que d'autres. C'est ce que j'ai pu voir, puisque depuis 25 ans, j'ai accompagné des gens par le toucher, dans un accompagnement
Avant je disais psychocorporel, mais finalement c'était toujours dans le but de juste faire émerger les résistances, les tensions et de les laisser mourir dans le silence. Donc quelque part je faisais de la non-dualité sans que les choses fussent vraiment claires déjà. Et donc chaque être humain a ses zones de contraction lorsque il met de l'importance sur une pensée. Et là, ce à quoi je vous invite, c'est simplement de constater, sans se contracter autour. C'est possible de vivre comme ça. C'est vraiment possible dans la mesure où vous reconnaissez que vous êtes cette présence consciente, qui avait toujours été là. Et c'est une vie vraiment, vraiment facile. Voilà, c'est facile. Il y a une sorte d'efficience, tout simplement, qui va avec. Donc c'est un espace de paix, c'est un espace de joie, parce qu'il n'y a pas de manque. Mais, comme nous l'avons vu tout à l'heure, c'est aussi un espace d'amour, parce qu'il n'y a pas de séparation entre vous et ce que vous percevez dans l'instant. Je ne veux pas que vous acceptiez ce que je dis comme une croyance. J'aimerais que vous exploriez ce que je vous invite à voir, et donc plutôt d'explorer, si vous pouvez trouver dans l'instant présent, une démarcation, une frontière entre cette présence et les sensations du corps qui apparaissent en elle. Pouvez-vous trouver une limite entre ce qui en vous entend et les sons qui sont perçus? Entre quoi et quoi d'ailleurs? Je sais que le mot amour a été très galvaudé. On parle d'amour pour une personne exclusivement plutôt qu'une autre. Ici, j'utilise ce mot pour dire non-séparation. Mais c'est bouleversant, n'est-ce pas, de tout d'un coup réaliser cette non-séparation. Et émerveillant, comme dit Jésus dans ce deuxième logion. Je disais tout à l'heure, nous manquons le réel par manque d'attention. Et nous donnons vie à une sorte d'illusion par excès d'imaginaire. Donc l'invitation de ce soir, c'est de laisser de côté l'imaginaire, d'aller vers la réalité. Parce que le réel, il est paix, il est ce que nous cherchons. Il n'y a que ça que nous cherchons. La paix, la joie, l'amour et la liberté.
Et vous êtes cette réalité ultime. Vous voyez, il y a là à la fois détachement et intimité. C'est juste un chemin de retour au soi, à ce que vous êtes vraiment. On passe de la complexité à la simplicité. De l'illusion de séparation à la non-dualité. De l'étrangeté à l'intimité. Vous voyez, quand on a peur de l'étranger, on a peur de ce qui est étrange, de ce qui est différent. Et bien sûr, ici, il ne s'agit pas d'une connaissance objective, mais de la connaissance, avec un grand C. Cette connaissance par laquelle toute perception soudain m'est révélée avec une intimité fulgurante. En fait, c'est moi-même qui apparaît sous la forme de ce son, de cette odeur, de cette sensation, de cette image, de cette expérience. Alors, si quelqu'un a envie de poser des questions qui viennent vraiment du cœur, d'un sentiment d'être désaccordé, ou si vous voulez partager autour de cette expérience, vous êtes vraiment les bienvenus. Sinon, nous pouvons juste apprécier cette liberté. La beauté d'être. Il y a une incroyable beauté dans l'impersonnel. Parce que vous pressentez bien sûr que cet être n'ayant pas de limite n'est pas personnel. Il y a une intimité et une beauté différentes de ce que habituellement on nomme beauté. C'est l'émotion d'être.